Je m'appelle Hector Bernardini, je suis avocat à Paris, je suis également avocat au barreau de New York en plein exercice. Et pourquoi moi? Pourquoi est-ce que je suis ici aujourd'hui? D'abord, pour vous donner quelques éléments de contexte, que vous compreniez pourquoi est-ce qu'on a fait venir un avocat parisien à Maurice. Il semblerait que l'essentiel des charges qui pèsent contre M. Ravatomanga aujourd'hui trouvent leur socle dans une procédure qui a été diligentée sous la supervision du parquet national financier, donc l'autorité, le pôle spécialisé du parquet de Paris, qui est spécialisé dans les affaires financières. Ce dossier du parquet national financier, il est aujourd'hui, je ne vais pas dire mort et enterré, le terme adéquat, c'est classé sans suite. Et je reviendrai sur tous les aspects procéduraux, tout ce qui a été couvert par le parquet national financier, mais c'est pour que vous compreniez pourquoi est-ce que je pense que ma place, si elle n'est nécessaire, en tout cas elle est utile pour venir apporter des éléments de réponse à mes confrères ici et à la justice mauricienne et ainsi qu'à vous, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites dans la presse, certaines choses qui ont fuité. Et je pense en particulier à une campagne de, je ne sais pas si je devrais dire information ou de désinformation, qui a été orchestrée depuis Madagascar par une certaine Fanny Rizzo, j'écorche aussi son nom et elle m'excusera, qui relève a priori de ces éléments qui sont tirés de la procédure diligentée en France et pour laquelle la justice française n'a rien trouvé à redire et a blanchi M. Ravatomanga de ses accusations. Un petit rappel historique, et vous en garderez ce que vous voulez. Début 2014, il y a une fake news qui est parée dans la presse malgache, qui est une presse très partisane, chaque camp a ses organes de presse, et dans cette fake news malgache, on relève et on excipe des allégations de trafic de bois de rose en particulier et de corruption. C'est pas la première fois qu'on entend ça au sujet de M. Ravatomanga. La première fois, je crois, que ça sort, c'est en 2008. Trafic d'espèces protégées et de bois de rose. Ça irait, ça n'intéresserait pas les juges français, si ce n'est qu'en bas de la chaîne des transactions et en bas de la chaîne financière, il y a des immeubles qui se trouvent en France. C'est ce qu'on appelle, nous, à Paris, dans la justice française, des biens mal acquis. Si jamais on a le produit d'infraction qui se retrouve dans des immeubles ou des assets qui sont placés à Paris. L'immeuble en question, il est connu des enquêteurs. Et on a, en 2015, on fait un recollement avec ces immeubles qui va teinter toute cette campagne médiatique qui est faite à Mada d'une coloration assez négative. Et on a des journalistes français, Le Point, l'Express, qui vont faire paraître des articles dans la presse. Et là, que fait la police? Forcément, on va diligenter une enquête et on va confier cette enquête, vu les montants, vu les enjeux, vu la personnalité de M. Ravatomanga, on va confier cette enquête au parquet national financier à Paris. Le PNF, donc le parquet national financier, ouvre une enquête, on est en début 2015, et en 2016 sort le scandale des Panama Papers. Dans les Panama Papers figure en tête de liste à Madagascar M. Ravatomanga. Alors, là encore, que fait la police? Ça rue dans les brancards. Si effectivement on achète des biens immobiliers à Paris et que cet argent y provient d'infractions gravissimes, comme de la corruption, du détournement de fonds publics, de trafic d'espèces protégées, en particulier de bois de rose, c'est des choses que les autorités françaises prennent très au sérieux. Alors, l'enquête préliminaire végète de 2015 à 2016, et en 2017, on va prendre ce qu'on appelle, dans le jargon juridique, on va faire des demandes d'entraide pénale internationale. Demandes d'entraide pénale internationale qui vont être dirigées à Maurice, à ma connaissance, et à Madagascar. Et ça, j'ouvre une parenthèse, c'est quelque chose de très désagréable. Lorsqu'on voit dans les communiqués de presse de la FCC, de la Financial Crime Commission de Maurice, que les autorités malgaches n'auraient pas coopéré et que ça aurait entraîné le classement sans suite, moi je viens vous dire qu'en ce qui concerne la procédure mauricienne, je n'ai pas d'informations. Peut-être que c'est tout à fait exact et que Mada n'a pas coopéré. En ce qui concerne la procédure française, qui, semble-t-il, est basée sur les mêmes allégations, qui ont 20 ans d'âge, surannée, eh bien la procédure française, elle, a entraîné une coopération totale
des autorités malgaches. Donc, commission rogatoire internationale, demande d'entraide pénale internationale, on a des procureurs financiers, des limiers de la police, de la brigade financière qu'on appelle l'OCRGDF, l'Office central de lutte contre la grande délinquance financière. Les meilleurs policiers, enquêteurs financiers, les meilleurs procureurs financiers qui, avec la coopération du bureau anticorruption de Madagascar, le Bianco, se diligentent fin 2017 à Mada. Et à Madagascar, on va interpeller M. Ravatomanga et son épouse, on va perquisitionner chez eux, et on va aussi aller voir ce qui se passe dans les finances du groupe Sodiat. On va passer tout ça au peigne fin, on va entendre tout le monde, et on va en particulier entendre des représentants du fisc malgache. Parce qu'effectivement, l'une des grosses questions que doit se poser la justice mauricienne aujourd'hui, et que s'est posée la justice française, et qu'elle a solutionné, c'est est-ce que l'argent qui se retrouve ici à Maurice, chez les dépositaires des fonds mauriciens, ou est-ce que l'argent qui a servi à acheter des immeubles à Paris, c'est de l'argent qui provient de l'évasion fiscale de M. Ravatomanga dans son pays? Et là, effectivement, le contribuable malgache a le droit d'être énervé, la société civile malgache a le droit de lui en vouloir. Et c'est ça que la justice, ce travail qu'elle va devoir faire. Mais entre évasion fiscale et optimisation fiscale, optimisation patrimoniale transfrontalière, il y a un monde, et ce monde, c'est celui de la légalité et de l'illégalité. Aujourd'hui, et dernière parenthèse que j'ouvre, et vous m'en excuserez, on discute à Paris de ce qu'on appelle la loi Zuckman. On s'est aperçu que les très très gros revenus, les multimillionnaires, les milliardaires, payent moins d'impôts que les classes élevées, que ceux qui sont simplement millionnaires. Pourquoi? Parce qu'ils ont des ressources financières, patrimoniales, sociales, une structuration transfrontalière qui fait que d'une certaine façon, ils optimisent leurs recettes et qu'il se trouve qu'ils payent moins d'impôts que les autres. Voilà, c'est dit, c'est comme ça, et c'est en toute légalité que les fonds de M. Ravatomanga se sont retrouvés ici, j'en suis convaincu, et en tout cas, dont ils ont servi à l'acquisition d'immeubles à Paris. C'est ce qui a été démontré ensuite par la suite, et ce qui a été reconnu en France. Donc Mada coopère, il y a des gardes à vue, perquisitions, et on a ensuite un rapport de synthèse qui est établi par le plus haut gradé de l'Office central de lutte contre la grande délinquance financière, qui nous dit quoi? Il nous dit sur les charges initiales, il y avait 3 chefs d'inculpation principaux. Il y avait trafic de bois de rose, il y avait corruption, détournement de fonds, et il y avait blanchiment de fraude fiscale. Les mots mêmes du rapport de synthèse, c'est « il n'existe aucun élément objectif laissant penser qu'il y a un quelconque trafic de bois de rose ». Exit. Deuxième incrimination, corruption, détournement de fonds publics. C'est pareil. Il n'existe et il ne se trouve au dossier pas un élément qui laisse penser, et c'est pas faute d'avoir enquêté, c'est pas faute de coopération des autorités malgaches, c'est après avoir diligenté des enquêteurs français qui ont eu toute latitude pour enquêter à Madagascar, et même les nouvelles autorités malgaches qui n'ont pas forcément M. Ravatomanga en odeur de sainteté ne pourront pas dire le contraire sur la légitimité et la coopération des autorités malgaches dans cette procédure française. Néanmoins, il reste le blanchiment de fraude fiscale. Effectivement, il y a peu d'impôts personnels ou pas d'impôts personnels payés par M. Ravatomanga à Paris, à Madagascar, et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui a été mis en lumière par les enquêteurs, c'est qu'il y avait effectivement, et ce dont je vous parlais, une optimisation patrimoniale extrêmement complexe. Et on se demande, lorsque c'est complexe, lorsque ça fait intervenir des places financières offshore, comme peut être jugé Maurice, on se demande si, effectivement, s'il y a des fonds qui passent par Monaco, des fonds qui passent par Maurice, des fonds qui passent par Singapour, s'il n'y a pas, effectivement, quelque part du blanchiment de fraude fiscale. La question, elle est légitime. Et avant vraiment de voir la lumière dans tout ça, les procureurs français ont fait un petit peu comme on fait la FCC à Madagascar. Ils ont saisi, et après ils ont discuté, et après ils ont levé les saisies. La saisie, elle a été ordonnée, on a contesté la saisie immédiatement, et ensuite on est allé devant la cour d'appel, la chambre de l'instruction de la cour d'appel, qu'on a saisi d'un recours au fond, au fin d'obtenir la main levée des saisies. Et je suis désolé de revenir là-dessus, parce que la décision, elle date de 2019.
Ça a été tranché, ça a été entériné. On a fait un communiqué de presse à l'époque. Il a été relayé à Madagascar. Cette affaire-là, pour moi, lorsque je suis contacté par vos confrères journalistes de Madagascar et de l'Afrique francophone, qui m'appellent il y a quelques jours pour me dire « Mais qu'est-ce qui se passe, Ravatomanga ?» Je lui dis « Mais Ravatomanga, c'est plus mon client. Je n'ai rien à voir avec lui. L'affaire, elle est finie. » Non, elle n'est pas finie. Le dossier PNF, il est ressorti à Maurice. Je n'en crois pas mes oreilles. Je n'en crois pas mes oreilles. Pourquoi? Parce que 2019, la Cour d'appel ordonne la main levée des saisies. C'est un peu juridique, c'est un peu soporifique, je suis désolé, mais il faut que vous compreniez. Et ensuite, nous, on fait des demandes de copies, on fait des demandes d'obtenir les pièces de la procédure, on fait un certain nombre de demandes pour que, ensuite, on publie les personnes qui avaient fait les premières allégations mensongères, les premières fake news, font des démentis. On arrive à apporter la démonstration au procureur financier qu'en fait, tout ceci repose sur des bases qui sont totalement, on va dire, fantasmées. Et on obtient une décision de classement sans suite. Classement sans suite, ça veut dire l'infraction est insuffisamment caractérisée, il ne se trouve au dossier pas d'éléments qui nous permettent de retenir des indices graves ou concordants pour mettre en examen M. Ravatomanga, ou alors des charges suffisantes pour le renvoyer devant une juridiction. Pas de charges suffisantes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas enquêté et que comme on n'a pas enquêté, on n'a pas de charge suffisante. Ça veut dire qu'on a enquêté et qu'il ne ressort de cette enquête que l'éléphant a accouché d'une toute petite souris. Voire l'éléphant a accouché de rien du tout. Puisqu'en fait, pas de blanchiment de fraude fiscale s'il n'y a pas d'infraction sous-jacente. Le blanchiment, c'est une infraction de conséquence. C'est comme le recel. Il faut, avant le blanchiment, qu'il y ait une infraction qui préexiste. Et pour qu'il y ait blanchiment de fraude fiscale, il faut qu'il y ait une fraude fiscale. Je suis un petit peu long, mais je pense que c'est un rappel qui mérite d'être fait pour que les choses soient bien claires ici, à Maurice, qui est aujourd'hui en train de... dont vos autorités sont en train de diligenter des poursuites et de mettre dans la tourmente M. Ravatomanga. Donc l'affaire est classée sans suite. Et je suis désolé, hein, mais on aura beau chercher dans les coins et faire les fonds de tiroir à Maurice, tout ce qui s'est passé jusqu'en 2018 ne peut et ne devrait servir de fondement à une quelconque accusation, à une quelconque poursuite. Et j'en arrive... Et exactement, j'en arrive à l'objet de l'inculpation, le terme n'est pas propre, en tout cas des mesures de pénales dont fait l'objet M. Ravatomanga, mais également sa famille et toutes les sociétés avec lesquelles ils sont en lien de près ou de loin, et surtout de loin. Aujourd'hui, le socle de ces poursuites, c'est visiblement une campagne médiatique qui a été entreprise par quelqu'un qui est une juriste, Fanny Lissoa, j'ai cité son nom tout à l'heure, qui est arrivée à Maurice, elle n'était pas encore ministre, et elle était sous mandat du CNDT, donc de cette autorité qui est une émanation du CAPSAT, donc d'un pouvoir qui a pris la force par les armes. Est-ce que c'est une junte militaire? C'est une junte militaire qui ne dit pas son nom, parce qu'ils prennent le pouvoir par les armes et ensuite ils mettent du personnel civil en autorité. Donc c'est quand même un colonel qui dirige l'État. Et j'ai pas envie de faire offense à chef d'État étranger, mais pour l'instant, son statut de chef d'État étranger est encore questionné. J'y viendrai parce que c'est un point également important dans la campagne médiatique dont aujourd'hui M. Ravatomanga fait les frais. On a cette personne-là, cette mandatée, cette juriste qui vient à Maurice et qui aurait remis, en fait, pour l'essentiel, le dossier qui contient les accusations du dossier PNF. Et c'est pour ça qu'on m'a appelé ici. La même chose qui avait été écartée en 2013 ici, la même chose qui avait été écartée en 2011 à Madagascar, la même chose qui a provoqué l'ouverture d'informations à Paris et qui est classée mort et enterré depuis 2023 à Paris. Et pourtant, cette procédure zombie, procédure morte-vivante, qui revient et qui sort de terre et qui sert aujourd'hui de fondement aux accusations. En l'absence d'éléments nouveaux, on ne pourrait poursuivre M. Ravatomanga sur ces fondements. Mais encore, là on navigue un peu à l'aveugle, puisque la façon dont fonctionne la procédure ici, c'est qu'on n'a pas accès à la plainte, on n'a pas accès au terme. On comprend de ce qui a fuité dans la presse, de ce que vous, messieurs, mesdames, les journalistes très informés, avez pu laisser transmettre, mais également des déclarations publiques de Mme Fanny Lissoa ont pu vouloir dire dans la presse. On comprend
que c'est exactement la même procédure qui ressort aujourd'hui et les mêmes accusations. C'est assez désagréable. Assez désagréable. Pourquoi? Et vous allez comprendre. Comment? 7 ans, exactement. Merci, merci, cher confrère. Effectivement, la procédure a duré 7 ans, voire plus, parce qu'elle, formellement, elle est ouverte en 2015. Ouais, formellement en 2015, Panama Papers en 2016, la commission rogatoire en 2017, et en 2023, elle est clôturée. Donc presque 8 ans de procédure à Paris, et aujourd'hui, elle est close. Aujourd'hui, la FCC, elle se fonde donc sur des éléments qui sont anciens, elle se fonderait sur des éléments qui sont anciens, qui ont déjà fait l'objet d'un examen approfondi par les autorités en coopération avec Madagascar et avec Maurice, parce que j'ai compris qu'il y avait eu également des enquêtes qui avaient été faites à Maurice. Et on a pris ce qu'ils appellent ce que vous appelez des criminal attachment orders, c'est-à-dire des saisies en fait, hein, on a gelé les avoirs de plus de 50 sociétés. Également de M. Ravatomanga, de sa femme et de ses enfants et de leurs époux. Bref, toute la famille proche et toutes les sociétés de près ou de loin liées à M. Ravatomanga et à ses affaires font l'objet d'un criminal attachment order. Et pourquoi est-ce qu'on peut se douter que le fondement de ces poursuites, c'est le dossier PNF? Parce qu'on retrouve dans ces criminal attachment orders les 4 SCI, les 4 sociétés civiles immobilières qui détenaient les biens immobiliers à Paris. On retrouve les mêmes noms de sociétés aujourd'hui dissoutes qui avaient fait l'objet des poursuites et qui avaient servi de véhicules à l'époque. Et donc, je retrouve ces vieilles sociétés qui n'ont évidemment pas de compte à Maurice, qui sont aujourd'hui dissoutes en 2025, qui sont dans le criminal attachment order. Donc je ne suis pas bête. Je vois quel est le point d'arrivée. Le point d'arrivée, c'est le gel des avoirs de sociétés qui n'existent plus et qui sont des sociétés françaises, et on va geler les avoirs ici à Maurice. Ça nous dit, et on a tous compris ici, qu'en réalité, le dossier qui occupe Maurice, c'est, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais en tout cas, c'est à l'origine un dossier qui est réglé. On a fait ce que les anglo-saxons appellent une fishing expedition. Vous êtes tous anglo-saxons, vous savez très bien ce que ça veut dire. Et c'est quoi une fishing expedition? Une expédition de pêche, c'est-à-dire qu'on tape extrêmement large et qu'on voit un petit peu ce qu'on va lever comme poisson, ce qui va ressortir. C'est quelque chose qui mérite d'être précisé. C'est vrai que ce soit à Madagascar et en France, et c'est un élément qui mérite d'être rappelé à l'attention du public, Monsieur Ravatomanga n'a pas de casier judiciaire. C'est pas seulement qu'il n'a pas de casier judiciaire, c'est qu'il n'a jamais formellement été inculpé, mis en examen, comparu devant une juridiction correctionnelle ou criminelle ou pénale. C'est pas simplement ne pas avoir de casier judiciaire parce qu'on n'a pas été condamné. C'est qu'on n'a même jamais été vraiment inquiété par la justice, outre ces procédures que j'ai déjà évoquées. On a une fishing expedition et dans laquelle 50 sociétés se sont fait geler leurs avoirs. C'est quoi? Pourquoi est-ce que c'est un énorme problème, je pense, vu d'un regard extérieur, et c'est quelque chose aussi qui devrait concerner le public. Parce que imaginez, M. Ravatomanga, il possède une participation minoritaire de 10% dans une société. Cette société-là, elle a une capitalisation qui est énorme. Il y a des dizaines de millions de dollars qui sont sur les comptes de cette société, et elle a un chiffre d'affaires qui est stratosphérique, qui est pharaonique. Et M. Ravatomanga n'a qu'une participation minoritaire. Il n'a pas de pouvoir de signature sur les comptes, il n'a pas de mandat représentatif, il n'a pas forcément un jeton de participation au conseil d'administration, et pourtant, je ne sais pas si je peux prendre l'exemple d'une société en particulier. Bon, je vais citer une de ces sociétés qui s'appelle la Litchi Corporation. Enfin, en tout cas, c'est une société d'import-export de litchi. Je sais qu'aujourd'hui, on a parlé hier sur RFI de commerce de litchi et de l'exportation de litchi de Madagascar. On a une de ces sociétés qui est détenue principalement par des Chinois et par des fonds étrangers, dans lequel M. Ravatomanga a une participation extrêmement minoritaire. Et on a aujourd'hui gelé des milliards de roupies à Maurice pour cette société. Alors moi, je ne suis pas le client de la Litchi Corporation. Simplement, il faut comprendre que lorsque Madame Fanny Rissoa, elle arrive avec ses preuves, normalement les preuves, elles arrivent après l'enquête, elles n'arrivent pas avant l'enquête, mais elle arrive avec ses preuves en disant il y a le montant de 20 milliards de roupies qui est détourné, il y a 120 millions, et ensuite la FCC, elle confirme, j'ai posé des criminal attachment orders de 7 milliards et demi
sur des sociétés en lien avec cette affaire Ravatomanga. D'accord, mais combien de ces 7,5 milliards concernent véritablement M. Ravatomanga et pas des sociétés périphériques dans lesquelles il a des participations minoritaires, ou il a des intérêts, ou même il n'a aucune participation minoritaire et aucun intérêt. Je peux évoquer l'affaire Boeing ? Bien sûr. L'affaire des Boeing 777 qui seraient transités par l'Iran équivaut aujourd'hui la présence honorable des membres des enquêteurs du FBI. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit la presse. On a une société qui détient des Boeing, donc vous imaginez un peu l'argent qu'elle a dans les caisses et le niveau d'actifs qu'elle a vu le prix d'un Boeing 777. Cette affaire ne concerne ni de près ni de loin M. Ravatomanga. En tout cas, nous, ses conseils et sa famille n'avons aucun indice qui nous laisse penser qu'il a quelque chose à voir avec cette société. Le nom de cette société apparaît dans le mandat d'arrêt international qui est émis par cette autorité malgache qui se sert de la mention de l'Iran, qui fait figure d'épouvantail, pour effrayer la communauté internationale et évidemment exciter la curiosité des journalistes et en particulier des Américains et de tout le monde en fait. Parce que oui, effectivement, quand on fait des affaires avec l'Iran, ça intéresse. Eh bien, cette société-là aujourd'hui aussi a vu ses avoirs gelés. M. Ravatomanga n'a rien à voir avec ça. Rien, pas de lien capitalistique, pas de lien contractuel et à ma connaissance, aucun lien avec cette histoire. Bref, je suis un petit peu long, mais pour vous dire que moi je ne sais pas ce qu'il y a dans les caisses de cette société. Mais quand à la fin la FCC elle vous dit oui il y a 6,5 milliards qui ont été gelés, oui il y a 7,5 milliards de roupies qui ont été gelés, il y a 120 millions de dollars qui sont aujourd'hui dans cette procédure et qui sont en jeu, c'est des énormes sous. Mais combien appartiennent vraiment ou à des sociétés dont M. Ravatomanga est l'ultimate beneficiary owner et le bénéficiaire économique définitif? Je n'en sais rien, je suis incapable de le calculer, et en tout cas, c'est pas en 2 jours qu'on fait ces calculs. Ce qui est sûr, c'est qu'en faisant des choses à l'emporte-pièce et en faisant des raccourcis, comme l'a pu faire Mme Fagnari-Soa, et qu'elle a entraîné avec elle, à une forme d'inertie, la FCC mauricienne, et évidemment toute l'opinion publique, parce que la Gen Z à Madagascar qui est dans les rues et qui a provoqué le renversement du pouvoir, elle demande des gages à ce nouveau gouvernement. Elle demande des gages au nouveau gouvernement et elle a besoin que ce gouvernement lui dise qu'il lutte contre la corruption et qu'il y a des têtes corrompues qui vont tomber. Et M. Ravatomanga, avant toute évidemment, jugement au fond, avant toute procédure équitable, le tribunal médiatique, le tribunal populaire l'a condamné, lui a collé l'étiquette de corrupteur, de corrompu, de détournement, et aujourd'hui, il en fait les frais, et c'est vrai que c'est un petit peu difficile pour nous de nous faire chasseurs de fantômes et de ne pas savoir quelles sont les véritables accusations, mais on comprend bien, en tout cas, que le socle de ces accusations, c'est quelque chose sur laquelle il n'est plus vraiment la peine de revenir. Un mot sur ce qui se passe à Madagascar, parce que ça a été également relayé dans la presse mauricienne. Le mandat d'arrêt international, c'est intégralement, illégal, en tout cas, il ne peut pas être trouvé force exécutoire, parce qu'il trouve comme socle des accusations sans avoir été formellement inculpé, sans avoir un réquisitoire du parquet. Il a été démenti par le parquet anticorruption de Madagascar, et aujourd'hui, même si on a changé la tête, on faisait valser une tête au parquet et à la justice à Madagascar, et qu'on arrivait à obtenir un réquisitoire, ça n'est pas avant le réquisitoire, avant d'avoir diligenté une enquête, qu'on va pouvoir lancer un mandat d'arrêt international. Un mandat d'arrêt international, c'est lorsqu'on a ouvert une procédure, qu'on a envie de faire comparaître quelqu'un, qu'on a envie d'entendre quelqu'un devant la justice, et à ce moment-là, cette personne-là ne défère pas la convocation, ne répond pas à ses juges, et à ce moment-là, on peut émettre un mandat d'arrêt international. On se sert de ce mandat d'arrêt international sur les bases aussi vagues que j'ai pu vous le décrire, et on va essayer d'émettre une notice rouge Interpol. Demande de publication d'une notice rouge Interpol. La demande de publication de la notice rouge Interpol, elle existe, mais elle n'a pas été aujourd'hui publiée. Pourquoi? Parce que Interpol, ils sont pas fous. C'est dans les statuts d'Interpol, article 2 ou article 3, Interpol ne fait pas de politique. Donc lorsqu'on a quelqu'un qui est un juriste sous mandat de la CNDT, dont le mandat d'ailleurs est sujet à caution, qui est d'ailleurs réfuté également par le parquet de Madagascar à l'époque.
arrive et fait une demande qui est adressée à Interpol, qui a son siège en France et qui est une convention internationale, enfin en tout cas qui a une force, on va dire, supranationale, eh bien Interpol se demande s'il y a un motif religieux, il y a un motif racial et il y a aussi un motif politique. Et si jamais ce qui fait le fondement de la notice rouge Interpol, c'est un motif politique, et vous en conviendrez tous, c'est un règlement de compte politique de Madame Fanny Rizzoa, qui était exilée, qui avait toutes les raisons d'avoir pris l'exil parce qu'elle était opposante affirmée de Monsieur Andy Rajoelina, j'écorche son nom aussi, vous m'excuserez, eh bien elle a fui le pays parce qu'elle encourait des poursuites. D'ailleurs, elle a été condamnée à Madagascar et elle a, je crois, une vraie notice rouge Interpol sur le dos. Mais elle revient applaudie dans les bonnes grâces de la nouvelle équipe qui a pris le pouvoir par la force à Madagascar. Eh bien, elle se sert de ce faux mandat d'arrêt international pour demander une notice rouge Interpol, et Interpol ne va évidemment pas déférer. Et si Interpol publiait cette notice rouge, à la seconde, on va contester devant l'organe d'Interpol qui est basé en France, qui est basé à Lyon, et à la seconde, on va contester. Je ne doute pas qu'on obtiendra gain de cause, parce que, vous en conviendrez tous, ce mandat d'arrêt international, il sert des fins politiques de règlement de compte, parce qu'on a envie de faire tomber des têtes de l'ancienne équipe dirigeante et de ceux qui leur étaient proches et ceux qui étaient les bailleurs de fonds qui auront pu financer la campagne ou en tout cas aider à cela.